Placement ultra risqué à la rentabilité trop incertaine contre placement de bons pères de famille aux revenus certains. Voilà à quoi se résume le plus fréquemment le match entre la bourse et la pierre pour les épargnants. Mais qu'en est-il vraiment sur longue période? Gagne-t-on à coup sûr dans l'immobilier? Pour en avoir le cœur net, il faut comparer l'évolution du CAC 40 à celle des prix dans l'immobilier ancien. Cette analyse, sur 25 ans, sera partagée en deux séquences. La première couvre la décennie 90, la seconde s'étend sur les 15 années suivantes. Pour avoir une vision globale sur un quart de siècle, les deux séquences seront ensuite réunies. Pour des raisons de simplicité, l'analyse porte sur la seule évolution du prix des actifs. Les années 90 sont marquées par la flambée de la bourse dans le sillage de Wall Street, portée par la décrue tendancielle des taux d'intérêt américains et par la désinflation. Une flambée qui fait suite au mini-crack de 1987. La remontée s'accélère au milieu des années 90 avec la bulle spéculative autour des valeurs technologiques, les fameuses dot-com. C'est l'exubérance financière de la nouvelle économie. Le CAC grimpe jusqu'à un record 6 945 points durant la séance du 4 septembre 2000. Finalement, entre janvier 1990 et décembre 2000, le CAC s'envole de 215%. C'est une toute autre histoire pour l'immobilier. La flambée du milieu des années 80 prend fin avec la guerre du Golfe. L'économie flanche dans un contexte de taux d'intérêt tendus en France et en Europe par la réunification allemande. Les transactions se figent, puis chutent, sous l'impact des ventes paniques des marchands de biens. C'est le crack. À Paris intramuros, les prix s'effondrent de 33,5% entre 1991 et 1997, du jamais vu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et la chute de l'immobilier parisien fait reculer la moyenne nationale de 2,3% sur la période. Mais à partir de 1998, les prix remontent. Le bilan des années 90 dans l'immobilier en France, c'est finalement un prix moyen en hausse d'un peu plus de 19%, mais en recul à Paris. Sur cette première séquence, l'avantage va sans conteste à la bourse, avec un CAC 40 en hausse de 13,3% en moyenne par an, contre un petit 2% pour l'immobilier. Changement de décor après 2000. Les prix de la pierre continuent sur leur lancée. La hausse est effrénée, car tous les territoires sont en ébullition grâce à la baisse des taux, à l'allongement des prêts et à la pression de la demande. La crise de 2008-2009 est une simple parenthèse et l'euphorie ne prend réellement fin qu'en 2013. Suivent 3 années de baisse. Mais malgré tout, le bilan reste très positif, avec une progression de 104% sur ces 15 années et même de 178% pour Paris. Du côté des actions, la tendance n'est pas la même. Les cracks s'enchaînent. D'abord, celui de la bulle Internet au début des années 2000, puis celui de 2008-2009. Avec la crise des subprimes, les faillites bancaires s'enchaînent et la crise devient systémique avec la chute de Lehman Brothers le 15 septembre 2008. C'est enfin à partir de 2010 la crise des dettes souveraines. Finalement, fin 2015, le CAC n'a toujours pas retrouvé son niveau du début 2010. La baisse est de 18%. Cette fois-ci, le match est donc totalement favorable à l'immobilier, dont les prix progressent de 5% l'an quand ils reculent de 1,7% sur le marché des actions. Au terme de ces deux séquences, qui gagne, qui perd le match? Eh bien, contre toute attente, c'est la bourse qui gagne, d'une courte tête, avec une progression annuelle moyenne de 4% sur 25 ans contre 3,6% pour l'immobilier. Deux chiffres à comparer avec une inflation de 1,6% l'an. La différence peut sembler minime entre les deux placements, mais avec 100 000 € investis dans l'immobilier en 1990, un particulier sort exactement avec 243 470 € en 2015, contre 266 633 avec un portefeuille qui aurait suivi la performance du CAC 40. C'est un écart de près de 10%. Alors certes, les effets richesse mesurés ici ne sont qu'un des éléments de la performance. Il faudrait, pour être complet, tenir compte des dividendes, des loyers nets, des frais d'entretien, des frais d'acquisition et de la fiscalité qui dépendent de trop de circonstances particulières pour être synthétisés simplement. Néanmoins, mis bout à bout, ces différents éléments feraient pencher encore plus la balance en faveur des placements actions.